sommaire de ce journal, dans le froid et sous une pluie battante, les supporters de l'EN ont fêté toute la nuit la qualification de l'Algérie au Mondial 2014 au Brésil. Yes populaire endeuillé à Biskra lors des défilés, 4 morts dans un accident de la route. L'affaire de ce mandat d'arrêt international qui aurait été lancé contre Chakib Khalil refait surface et semble déranger. Le ministre de la Justice a refusé de répondre à une question orale d'un député concernant un vice de forme constaté dans cette procédure judiciaire. À l'étranger, 10 morts. En Égypte, 10 soldats tués tôt ce matin dans un attentat dans le Sinaï égyptien. Près d'El Arish, une voiture a explosé au passage d'un autobus qui transportait des soldats. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'événement aujourd'hui, c'est encore cette qualification de l'Algérie au Mondial 2014 au Brésil, après sa victoire à l'arraché hier face au Burkina Faso, 1-0 au stade Moustapha Tchakar de Blida, grâce à un but de Medjid Bouguerra à la 49e minute. Tout de suite après la fin de la rencontre, scène de liesse populaire à travers le pays. Des milliers de personnes sont sorties sous une pluie battante et ont bravé le froid pour fêter cette victoire dans les rues. اولا نقول كل شيء مبروك الشعب الجزائري ورانا فرحانين وزاهيين على هذه النتيجه وكل شيء مبروك للشعب الجزائري. حماس كبير ما قدرناش والحمد لله يا ربي اللي قدرنا ربي ودينا النصر هذا وانت وطري فيفا الجيري علينا وبالرباح علينا ان شاء الله يجعلنا كل عام فرحانين بالرباح والسعاده ان شاء الله ويروحوا ان شاء الله مبروك عليهم. ربي يعيش بلادنا وولادنا كاع كيما راهم ان شاء الله. ربي يسرنا كاع وينحي لنا العين ان شاء الله. هذه واش نهضر وربي يسرنا وتحيا الجزائر. مبروك علينا لا فيكتوار ايتي تري ديفيسيل مي بصح لا فيكتوار هذيك اللي كانت تهم بزاف 1-0 كان يكفينا باش نتكاليفيها والحمد لله. Une joie endeuillée du côté de Biskra. Lors des défilés, 4 personnes sont mortes dans des accidents de voiture et une vingtaine blessées. À Tolga, 2 camions sont entrés en collision. Les urgences de l'hôpital Moustapha Ziouchi de Tolga ont reçu 4 corps sans vie tombés de l'un des camions. L'actualité, c'est aussi l'affaire de ce mandat d'arrêt international qui aurait été lancé contre Chakib Khalil. On ne le sait pas, le doute plane toujours sur ce mandat, lancé ou pas, et qui semble déranger au plus haut point le gouvernement. Le ministre de la Justice a refusé de répondre à une question orale d'un député du parti El Adala concernant un vice de forme constaté dans cette procédure judiciaire. Ahmed Bey. L'affaire Chakib Khalil revient de nouveau au devant de la scène politique à la faveur d'une initiative lancée par Lakhdar Ben Khelaf, député et numéro 2 du parti El Adala. Le parlementaire a récemment interpellé Taïeb Louh au sujet du mandat d'arrêt international lancé contre l'ancien ministre de l'Énergie et des Mines pour son implication dans l'affaire Sonatrach. À travers cette question orale, Lakhdar Ben Khelaf a interrogé le garde des Sceaux sur la procédure initiée par la justice algérienne. Il s'avère que le mandat d'arrêt a été lancé par la Cour d'Alger alors qu'il aurait dû être engagé par la Cour suprême, Chakib Khalil bénéficiant du privilège de juridiction. Mais Taïeb Louh a refusé de répondre à la question orale du député Ben Khelaf. Selon le site d'information électronique Tout sur l'Algérie, qui cite un membre du gouvernement, ce refus serait motivé par le fait que cette question soit une ingérence dans le travail de la justice, une réaction considérée par le parlementaire comme une tentative flagrante du gouvernement d'étouffer une affaire de corruption. Il est évident que la simple évocation de Chakib Khalil, personnage central dans la série de scandales de la Sonatrach, provoque une véritable gêne au sein de l'exécutif. Et à quelques mois de l'élection présidentielle, le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour garder dans les tiroirs les dossiers noirs de l'ère Bouteflika. Abdelmalek Sellel, de nouveau dans les villes et villages de l'intérieur du pays. Le Premier ministre sera demain jeudi en visite dans la wilaya de Chlef et samedi à Relisen. Au programme de ses visites, inauguration et inspection, mais aussi rencontre avec la société civile de ces 2 wilayas, et ce malgré le froid, la pluie, les inondations et les routes impraticables. Le temps justement, ou le mauvais temps, il persistera jusqu'à samedi selon l'Office national de la météorologie sur le centre et l'est du pays. Prudence, vendredi la journée sera particulièrement pluvieuse
Et les températures assez basses, jusqu'à 0 degrés à l'intérieur du pays, selon l'Office national de la météo, dans ces régions. Les populations ont allumé chauffage, résistance et autres chauffages d'appoint depuis déjà quelques temps. Mal installé, cela représente un danger. En 2012, de janvier à octobre, 151 personnes sont mortes, asphyxiées au monoxyde de carbone à Tissemsilt. 6 élèves du cycle primaire ont été sauvés d'une mort certaine après avoir inhalé du monoxyde de carbone en classe. Nous célébrons la Journée internationale des droits de l'enfant ce 20 novembre, date anniversaire de la signature par 191 pays de la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989. Une occasion pour pointer du doigt la souffrance des enfants maltraités, mais aussi le vide législatif en matière de protection de l'enfance. 50 000 cas de violence à l'encontre d'enfants sont recensés chaque année. 80% de ces maltraitances se produisent entre les murs clos de la cellule familiale. Zineb Maïch. Par heure, 5 enfants sont victimes de maltraitance. 50 000 chaque année en Algérie, selon la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche. 80% de ces violences sont enregistrées dans le milieu familial et sous différentes formes. Si l'accès à la scolarité et aux soins est un acquis depuis l'indépendance, la violence et la maltraitance a plutôt décuplé. D'ailleurs, 15% des enfants quittent l'école avant la fin du primaire et 20 000 sont en rupture totale avec le milieu familial et vivent dans la rue. L'absence de protection juridique adaptée au phénomène est pointée du doigt par la Forem et les associations en charge d'aider les enfants maltraités. Il est dénombré une agression sexuelle sur un enfant par heure sur le territoire national, ce qui fait plus de 10 000 abus sexuels par an. La plupart de ces crimes sont vécus dans le silence et l'omerta et peu sont dénoncés. Les tabous pèsent sur la société algérienne, ce qui contribue par ricochet à protéger les agresseurs. Le corpus législatif n'est pas adapté malgré la ratification de l'Algérie à la Convention internationale des droits de l'enfant en 1992. Ces chiffres mettent au défi des législateurs bien léthargiques. Un numéro vert existe cependant et a été créé par le réseau NADA, 3033, pour signaler les violences sur les enfants. L'actualité à l'étranger, marquée par ces 10 morts en Égypte, 10 soldats tués aujourd'hui dans un attentat dans le Sinaï égyptien. Tôt ce matin, près d'El Arish, chef-lieu du nord du Sinaï, une voiture a explosé au passage d'un autobus qui transportait ces soldats. C'est ce qu'a annoncé l'armée égyptienne. Certains blessés sont dans un état critique. Les attaques contre les forces de l'ordre se sont multipliées depuis que l'armée a destitué en janvier le président islamiste Mohamed Morsi. Un peu plus tôt, au Caire, 4 policiers, dont un officier, ont été blessés quand des inconnus ont jeté une bombe sur un poste de contrôle routier. L'ambassadeur d'Iran au Liban a échappé de justesse au double attentat survenu la veille au moment où il quittait la chancellerie. C'est ce que révèle une source diplomatique iranienne à Beyrouth. L'ambassadeur iranien devait se rendre avec son conseiller culturel, mort dans l'attentat, chez le ministre libanais de la Culture. Le conseiller l'attendait dans une voiture près de l'entrée quand le premier kamikaze s'est fait exploser. Au moins 23 personnes ont été tuées dans ce double attentat suicide contre l'ambassade d'Iran. Cet attentat est signé Al-Qaïda. Il vient en réplique à l'engagement militaire du Hezbollah aux côtés du régime de Damas et contre la coalition islamiste dirigée par Al-Qaïda. Ce petit pays semble être pris à nouveau dans l'engrenage d'une guerre à laquelle l'État libanais risque de ne pas survivre cette fois-ci. Ahmed Hali. Le Liban, dans ses frontières actuelles, a toujours été le champ clos des rivalités et des batailles idéologiques et politiques des États arabes. À vrai dire, un Liban démocratique, pluraliste, où musulmans et chrétiens coexistent et se partagent le pouvoir, ça n'est pas acceptable à la longue. Les régimes autoritaires voisins s'en accommodaient faute de mieux, mais ils ne sont jamais résignés à voir perdurer un Liban pacifique et prospère. Après l'invasion israélienne de 1982 et le départ des Palestiniens, l'arène libanaise a vu surgir de nouveaux gladiateurs, ceux du Hezbollah. Financée et armée par l'Iran des ayatollahs, la milice du Hezbollah s'est d'abord voulue mouvement de résistance contre Israël. Ceci avant de s'imposer comme parti politique et surtout comme force militaire. Par inclination naturelle ou par nécessité, les factions libanaises qui s'affrontaient le faisaient au nom de la Syrie ou contre elle. Par un juste retour des choses et avec la guerre civile en Syrie, les Libanais pro- et anti-Bachar ont élargi leur confrontation au territoire syrien, mais avec une discrétion relative.
Depuis l'entrée en force des troupes du Hezbollah en Syrie et les succès remportés au détriment des insurgés et principalement sur leur fer de lance djihadiste, la donne a changé. Al-Qaïda prend désormais pour cible les intérêts iraniens. En s'attaquant à l'ambassade de l'Iran à Beyrouth, le mouvement terroriste a choisi, semble-t-il, de porter à nouveau le fer dans la plaie libanaise. En Iran, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, donne le ton. Il a affirmé aujourd'hui son refus de toute concession sur le programme nucléaire de son pays à quelques heures d'une nouvelle réunion des négociateurs iraniens avec les grandes puissances à Genève. J'insiste sur la consolidation des droits nucléaires de l'Iran, a déclaré Khamenei dans un discours très ferme devant 50 000 miliciens réunis dans une grande mosquée de Téhéran. En Libye, le conseil local de Tripoli a annoncé hier soir la prolongation de la grève générale largement observée depuis dimanche dans la capitale, en signe de protestation contre la présence des milices qui devaient initialement prendre fin dans la soirée. Prolongation donc de la grève générale jusqu'au départ de toutes les milices de la capitale. C'est ce qu'a déclaré à la presse le président du conseil local, l'équivalent de la mairie. Il appelle aussi les Tripolitains à une grande manifestation vendredi contre les milices. Jawida Abbas. 2 ans après la chute du régime d'El Ghaddafi, la Libye s'enfonce sûrement et irréversiblement vers le chaos. Été d'un président fédérateur des 3 régions que constitue ce pays, la Cyrénaïque, la Tripolitaine et le Fezzan en l'occurrence, est spolié de ses richesses évaluées selon Anatoly Ergorin, directeur du Centre du dialogue arabe de l'Institut d'études orientales russes et auteur du livre Le renversement de Muammar el-Ghaddafi, journal de Libye 2011-2012, à 150 milliards de dollars. La Libye post-El-Ghaddafi donne l'impression d'être plus déchaînée que libérée. En témoigne l'état du pays, affamé et sans sécurité. La population civile est livrée à une insécurité totale, à la guerre massive, telle que menée par les forces transatlantiques contre le régime d'El Ghaddafi a succédé la guerre des clans, la guerre des milices. De fait, les attentats massifs ont mué en attentats ciblés. Depuis octobre 2011, date de la chute de l'ancien régime, une centaine de gradés de l'armée et de la police ont été abattus. Il en est de même pour les juges de ce pays. Décryptage, le pouvoir central peine à se mettre définitivement en place. Selon Anatoly Ergorin, le gouvernement actuel qui siège à Tripoli se consacre aux affaires extérieures au nom de tous les Libyens, pendant que le spectre de la famine devient de plus en plus présent, car l'argent des Libyens a été épié par l'Occident pendant l'opération militaire. En réaction aux derniers affrontements sanglants de vendredi dernier qui ont opposé des milices à Misrata, la ville côtière libyenne située dans l'est de la capitale, et qui se sont soldés par près de 50 morts et 450 blessés, 2 réactions officielles sont apparues. L'armée a investi les rues pour établir l'ordre sécuritaire et le conseil local de Tripoli a décidé de débrayer dimanche dernier. Il revendique le départ des milices de la capitale. La grève générale lancée dans un premier temps pour une durée de 3 jours qui a été largement suivie dans la capitale a été prolongée jusqu'au départ définitif de toutes les milices de Tripoli. Même si la démarche est légitime, elle risque de ne pas arriver à bout de ces milices. En cause l'antagonisme idéologique des 2 protagonistes que sont le conseil local de la capitale de Tripoli et les milices. Le premier dans une démarche démocratique, la seconde est plutôt totalitaire. Face à une armée officielle en cours de formation et donc peu exercée par rapport aux milices, le risque de la somalisation de la Libye devient de plus en plus patent, ce qui conforte les propos de l'expert russe. Pour Anatoly Ergorin, aujourd'hui la priorité de la Libye est la désignation d'un leader fort qui rassemblerait ceux qui aspirent à l'ordre. En attendant, l'OTAN a décidé de refaire parler d'elle en Libye. Elle se dit prête à s'engager dans ce pays s'il le lui demande. D'après le commandant suprême des forces alliées en Europe, le général américain Philippe Breedlove, le gouvernement libyen a déjà sollicité l'OTAN pour aider le pays à former ses militaires, puis s'est rétracté. Pour finir, cette découverte à 3000 mètres de profondeur, un étrange poisson attrapé par des pêcheurs canadiens dans les eaux glaciales de la province du Nunavut à l'extrême nord du Canada. Le spécimen a d'abord été confondu avec un requin lutin, mais les chercheurs ont ensuite pu déterminer que l'espèce pêchée était en réalité une chimère à long nez ou Rhinochimeridés. Comme son nom l'indique, ce poisson des abysses possède un long nez caractéristique qui rappelle celui du requin lutin et des dents acérées. Une épine venimeuse comparable à celle de la raie est également située sur le dessus de son corps, gris et gélatineux.
Assez peu observé et méconnu des scientifiques, le rhinoki méridé, j'y arrive, peuple les grandes profondeurs des océans. Selon des experts, cette chimère est extrêmement rare car elle vit dans les abysses à plus de 3000 mètres de profondeur. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, restez avec nous sur Atlas TV. Rendez-vous demain 21h45 pour une nouvelle édition présentée par Lamia Tagzout.